Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview consacrée à l'IA générative et ses impacts sur les directions juridiques. En effet, l'IA générative va incontestablement bouleverser le métier des juristes avec des nouvelles opportunités, accroître leurs gains de productivité, valoriser leur expertise et développer de nouvelles expertises. Alors, à l'aube de l'avènement de cette technologie disruptive, je suis ravie d'accueillir Philippe Métou. Vous êtes directeur juridique et directeur de la compliance du groupe SNCF et vous êtes conseiller d'État. Merci infiniment de répondre à mes questions. Merci à vous. Première question, au sein de la direction juridique de la SNCF, quel est l'accueil que réservent vos juristes à cette technologie? Impatience, appréhension? Alors je dirais plutôt impatience en effet. Il me semble que ce que j'appelle le syndrome du métier jacquard, c'est-à-dire ce qui s'est produit à Lyon au XIXe siècle avec les canuts qui ont vu arriver ce métier jacquard qui remplaçait 10 ou 20 ouvriers en faisant exactement le même travail, et on a mis beaucoup sur la paille, a disparu. Et il a disparu au moment où nous nous sommes engagés, toutes les directions juridiques, ou en tout cas beaucoup, vers la digitalisation. Et la digitalisation, c'est vrai, a créé ce sentiment d'inquiétude parmi les juristes. Mais aujourd'hui, tout le monde, je crois, considère à peu près de la même façon que c'est une évolution normale et que l'outil s'améliore, l'outil se modernise, l'outil devient de plus en plus performant. Et donc, à partir de ce moment-là, il est plutôt bien accueilli. Donc plutôt impatience. Plutôt impatience. Observez-vous des différences de ressenti selon la seniorité des juristes? Alors, je dirais plutôt non, parce que j'ai toujours un leitmotiv qui est de dire que le juriste, il est polyvalent et adaptable. Et qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on doit rester polyvalent et adaptable. Et j'ai constaté que les juristes un petit peu plus seniors n'avaient aucune difficulté à envisager l'utilisation de l'outil et à utiliser l'outil lui-même. Et donc, à partir du moment où on est bien formé, et ça sera, je crois, un enjeu très important pour l'avenir, et notamment rédiger les requêtes, ces fameux prompts, je crois qu'à partir de ce moment-là, on n'aura aucune difficulté à maîtriser l'outil comme on a maîtrisé depuis très longtemps l'outil informatique. Et Lexis 360 est là pour le démontrer. Rappelons-nous qu'il y a encore quelques années, on recherchait dans les bibliothèques, dans des vieux grimoires, dans les jurisclasseurs, tous les éléments qui nous étaient nécessaires. On prenait des notes pour les plus anciens comme moi, on les photocopiait ensuite, on les stabilotait quelques années plus tard, parce que le stabilo n'existait pas à mon époque, et finalement, toute cette évolution s'est faite naturellement. Tout à fait, sur les critères de choix. Maintenant, les exemples de cabinets qui ont utilisé une IA générative avec des sources hallucinées et donc qui ont été condamnés fleurissent depuis quelques mois. Justement, à ce titre, quelles sont vos exigences en matière de fiabilité des résultats et de sécurisation des données? Est-ce que vous avez également des exigences, donc évidemment de la direction juridique, mais aussi de vos DSI ou de vos DPO? Oui, alors on a besoin effectivement d'un outil très fiable. Et on a d'autant plus besoin de cet outil fiable que nous sommes une entreprise publique, que l'État est notre actionnaire. Et j'explique souvent à mes collaborateurs qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi, n'importe comment, y compris d'ailleurs dans une audience un peu disputée. Il faut que nous restions loyaux dans l'approche. Et bien sûr, dans le cadre d'écriture, on ne pourrait pas écrire n'importe quoi en se référant à de fausses informations qui seraient données par l'intelligence artificielle. Donc, de ce point de vue-là, il est très important que nous ayons des éléments fiables, éprouvés, vérifiés, validés. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je crois, selon une étude de Goldman Sachs, va permettre de faire gagner 44% de tâches aux juristes, ou en tout cas les éliminer. Encore faut-il qu'on se recentre bien sur les autres tâches qui, de mon point de vue d'ailleurs, seront beaucoup plus intéressantes et moins rébarbatives. Donc je crois bien sûr que nous devons faire très attention à ces éléments-là. Nous sommes victimes, nous comme d'autres, de cyberattaques extrêmement virulentes.
Nous en redoutons d'ailleurs énormément pendant les Jeux Olympiques et nous nous sommes gréés pour cela. La protection des données est également, vous avez raison, une source de préoccupation très forte. Et franchement, moi, je ne souhaite pas que mon intelligence artificielle devienne comme Carl 500 dans 2001 Odyssée de l'espace et dirige la direction juridique. Je préférerais rester seul maître à bord. Alors sur la sécurisation des données que vous évoquez justement, est-ce qu'un hébergement en Europe suffit à garantir la sécurisation de vos données et d'utilisation? Alors c'est de mon point de vue nécessaire, mais ça n'est certainement pas suffisant. Il faut qu'on ait des niveaux d'exigence beaucoup plus élevés et que de ce point de vue, notamment, tous ceux qui sont parfois nos plus grands contempteurs, c'est-à-dire les autorités administratives indépendantes qui sont là pour vérifier que nous sommes bien dans les clous réglementaires et législatifs, nous aident aussi de ce point de vue-là et qu'ils comprennent bien l'ensemble de nos contraintes et qui nous guident vers des possibilités qui nous donneront, je crois, beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de fiabilité dans la mise en œuvre des dispositifs et dans l'implantation des centres qui nous permettront de gérer l'intelligence artificielle. Par ailleurs, avez-vous des exigences en matière, plutôt envers une IA éthique? On parle d'une IA éthique, c'est-à-dire transparente sur la technologie adoptée, respectueuse de l'environnement, avec une démarche RSE bien sûr, mais aussi respectueuse des droits humains, avec une protection des droits d'auteur, avec une transparence aussi sur la rémunération des droits d'auteur. Voilà. Quand on parle d'IA éthique, est-ce que ça fait partie de vos critères de choix également? Bien sûr. Dans tous nos appels d'offres, désormais, nous avons à la fois des critères éthiques, environnementaux et en matière de lutte contre la cybercriminalité très élevés. Et je dois dire que à la fois la note technique et économique sont totalement éclipsées par ces nouvelles dimensions. Et c'est logique. Je crois qu'il faut se rappeler, alors les exemples que vous citez sont parfaitement exacts, mais je crois même qu'il faut aller bien en amont. On sait que l'intelligence artificielle, sans doute, alors je ne suis pas un technicien, je suis loin d'être un geek, sans doute en raison d'ailleurs des nécessités de climatisation, consomme beaucoup plus d'eau que n'importe quel autre système informatique moyen. On sait aussi ce qui s'est passé dans certains pays sous-développés où on a utilisé des gens pour lutter contre certaines formes de cyberdélinquance qui permettaient d'entrer, ou de violence même, qui permettaient de cadrer l'intelligence artificielle, qui était payée 3 fois rien. Je crois que c'était au Kenya qu'il y a eu une affaire particulièrement emblématique. Et ça, bien sûr, on ne peut pas l'accepter. Et je pense qu'un jour, le devoir de vigilance s'étendra à ces domaines. Et ça me paraît évident, et ça me paraît d'ailleurs d'autant plus légitime. Et ensuite, bien sûr, le droit d'auteur devra être protégé. Est-ce qu'on pourra se rendre compte un jour de la valeur ajoutée qu'aura mise un juriste sur une donnée d'intelligence artificielle pure et qui, là, évidemment, demandera une rémunération, j'allais dire, supplémentaire. Bon, voilà, moi, c'est un peu cela que j'attends, sans avoir la réponse aujourd'hui. Alors sur les impacts humains justement, vous en parliez à l'instant, l'automatisation des recherches va-t-elle selon vous provoquer peut-être la réduction du nombre de collaborateurs? Des directions juridiques évoquent ce point, alors certaines Legal Tech en font même un argument de vente. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Est-ce qu'au contraire, la formation des collaborateurs et des juristes au sein de vos directions juridiques dans le cadre de l'avènement de cette IA générative va être un point justement particulièrement important? Alors moi, j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que le métier de juriste, c'est d'ailleurs ce qui peut rebuter certaines personnes, et qui les rebutera moins, je pense, dans l'avenir. Le métier de juriste, c'est un métier qui a parfois quelques aspects un peu rébarbatifs, un peu répétitifs. Et je crois que l'intelligence artificielle, comme l'a fait déjà un peu la digitalisation à certains égards, mais en le poussant beaucoup plus loin, va nous épargner tous ces travaux assez rébarbatifs, répétitifs et très chronophages. Et moi, je pense qu'on va réorienter
nos collaborateurs vers des tâches beaucoup plus valorisantes, beaucoup plus intéressantes, avec une beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et le client, pour nous notre client interne, le client en sera d'autant plus satisfait que plutôt que de lui dire « écoute, je regarde ton truc et puis demain je te répondrai », il pourra lui dire « prenons le temps d'en discuter, tu as 5 minutes, parlons-en tout de suite et puis comme ça je peux te donner la réponse immédiatement ». Je crois franchement que cette idée d'attrition généralisée du personnel est plus un argument de vente pour certaines entreprises spécialistes d'intelligence artificielle qu'une véritable réalité, en tout cas qu'une véritable crainte pour l'avenir. Et puis surtout, il y a un autre phénomène, c'est l'inflation normative. Bien sûr. Entre, je crois, 2000 et aujourd'hui, les textes de loi et les textes réglementaires ont augmenté de 100%. Et mon excellent collègue du Conseil d'État, Eoche Duval, a calculé que pour lire ne serait-ce que le droit positif français, 8 heures par jour, il faut plus de 350 jours. Bon. Si l'intelligence artificielle nous en débarrasse, j'allais dire tant mieux. En espérant d'ailleurs que l'inflation législative cesse un jour dans ce pays, parce qu'elle devient absolument infernale. Mais tout ça, on voit bien que cet outil est au service du juriste, et ce n'est pas le juriste qui est au service de l'outil. Bien sûr. Sur les impacts économiques, maintenant, on parle d'un gain de temps indéniable. On parle de 11 heures de gain de temps par collaborateur et par semaine, notamment avec l'outil Lexis+ AI aux US, par exemple. Cela va donc induire une réelle productivité. Ça va leur permettre, en tout cas les directions juridiques, d'avoir une réelle productivité. Quels impacts envers vos collaborateurs, mais aussi sur la valorisation de la direction juridique? Est-ce que vous voyez déjà tout de suite un impact? Pour l'instant, je n'en vois pas encore. On peut l'espérer, en revanche, parce que, en effet, il me semble que dans nos grandes entreprises françaises, et je ne suis pas le seul à le dire, l'Association française des juristes d'entreprise ou le Cercle Montesquieu le répète à l'envi, le rôle du juriste n'est pas suffisamment reconnu au sein de l'entreprise comme il peut l'être dans les pays anglo-saxons où le General Counsel est bien souvent le numéro 2 de l'entreprise, parce que ces pays-là ont compris l'intérêt du droit comme outil au service du développement de l'entreprise, et comme outil concurrentiel notamment. Alors, je crois qu'on pourra imaginer que dans l'avenir, le travail du juriste sera plus reconnu. Moi, je n'ai pas à me plaindre parce que dans mon entreprise, il est parfaitement reconnu et je n'ai pas de souci à cet égard. Mais dans certaines autres entreprises, la performance, la disponibilité et surtout la créativité du juriste pourront être mises en avant et pourront sans doute séduire encore plus les dirigeants de l'entreprise. Donc, peut-être ce sera ma dernière question. On voit donc que les directions juridiques vont peut-être avoir l'occasion encore à nouveau de se réinventer, si elles l'avaient déjà fait depuis des nombreuses années, peut-être proposer des nouveaux services, peut-être justement proposer une valorisation en effet de la direction juridique, seconder les instances dirigeantes. Vous parliez d'une inflation législative et réglementaire, il y a également une inflation des risques pour les entreprises. Comment envisagez-vous ces opportunités? Est-ce qu'on parle d'une certaine réinvention de la profession? Une nouvelle, encore? Oui, dans l'entreprise, c'est un peu une réinvention permanente, en réalité. C'est-à-dire que l'entreprise s'adapte et on s'adapte en même temps que l'entreprise. L'entreprise explore de nouveaux champs et on est bien obligé de l'accompagner dans l'exploration de ces nouveaux champs. Donc, nous, par exemple, depuis 2020, nous explorons le champ de la concurrence. Nous étions un monopole jusqu'à présent et maintenant, nous sommes dans un cadre concurrentiel qui va ne faire que croître dans les années qui viennent. Donc, nous nous sommes adaptés. Et je crois que tous ces outils-là vont nous permettre de nous adapter encore plus facilement. Et de même que on a connu le stylo à réserve d'encre, puis la machine à écrire, puis l'ordinateur, et maintenant Internet et l'intelligence artificielle, voilà, on progresse, et parce que l'ensemble de l'humanité progresse.
Philippe Métou, merci infiniment pour le temps et l'expertise que vous nous avez consacré. Je vous remercie pour votre attention.